Alors, donc ce soir, on va parler du Aïn Hara et du Aïn Tova, du mauvais œil et du bon œil. Alors, c'est quoi le Aïn Tova? Le Aïn Tova, en fait, c'est d'avoir un regard bienveillant, d'accord? Alors, c'est magnifique d'avoir un regard bienveillant, mais la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des fois où aussi on ne doit pas se méfier? D'accord? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui remonte à ce jeudi. Donc, il y a quelqu'un de la famille qui venait de l'étranger et qui m'a dit j'ai réussi à avoir des places pour le concert de Isha Iribo. Waouh, génial, elle m'a dit. Donc c'est dans le nord, à côté de Haïfa, à Kiryat Motskin. Maintenant Kiryat Motskin, c'est vraiment nord-nord, quoi. C'est 2 heures de route, c'est un trou un peu perdu, bon. Et du coup, on décide de passer la journée dans le nord pour après enchaîner avec le concert de Isha Iribo. Donc on passe une journée très sympa avec cette personne de ma famille, ses enfants, les miens et tout. Et donc on doit se mettre en route pour le concert. Sauf qu'en fait, on arrive là où c'est censé être. Et à ce moment-là, moi, j'ai plus de batterie, j'arrive plus à la joindre, j'ai plus de Waze, plus rien. Enfin bref, on est en galère et tout. Et en fait, on se met à chercher l'une et l'autre, Et en fait, je me mets à communiquer avec elle avec des téléphones de personnes. Et à chaque fois que je rencontre des gens pour dire est-ce que je peux écrire à ma belle-sœur et tout, alors les gens me disent mais un concert de Isha Iribo, mais c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler. Ici, ce soir à Kiryat Motskin, oui, regardez les places. Et on voit 23 juin, Kiryat Motskin, amphithéâtre, Isha Iribo. Jusqu'à ce qu'au bout d'une heure, qu'en fait on cherche toutes les lieux, on se rend compte qu'en fait on est tombé dans une arnaque. Parce que c'était un faux site avec des faux billets, avec du vrai argent par contre. Je vous dirai si vous voulez, hein. Viagogo, ça va? Je sais pas. Mais en fait, du coup, on s'est retrouvés, on est rentrés, on a eu la même histoire. C'est pas vrai, on a eu la même histoire? Si, vraiment. On arrive au concert. On arrive au concert, on passe sur les places et tout, ils nous regardent et nous disent ah non, c'est pas des vrais billets. C'est des fausses. Non, ils ont payé plus cher que sur les vrais billets, tu vois. Moi, imagine que c'était un faux concert. On a dû racheter des billets. C'est incroyable. Donc, du coup, on est rentré bredouille, mais je suis rentrée avec une bonne leçon. Parce que du coup, j'ai expliqué aux enfants dans la voiture, parce que c'est vrai qu'ils sont pas trop confrontés à ce genre de choses. Bah, au prochain, on est entouré de gens bien globalement. Et là, je lui dis, mais vous savez, il y a des gens qui se lèvent le matin et leur travail, c'est d'arnaquer les autres. Ouais, mais c'est pas possible. Mais si, il faut que vous le sachiez. Donc, oui, bienveillance, mais il faut aussi savoir que parmi un très beau panier de fruits, parfois se cache une pomme pourrie. D'accord? C'est comme ça que je leur ai expliqué. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas être trop naïf. En même temps, si on développe trop le côté méfiance, eh bien finalement, on n'arrive pas à créer des relations de confiance, on est toujours sur la défensive, toujours en train de se poser 36 000 questions d'être dans la suspicion, etc. Et du coup, en fait, même là, en fait, ça joue en notre défaveur. D'accord? Donc, on va essayer de trouver, avec cette paracha, en fait, le bon équilibre. Vous allez voir, c'est merveilleux, puisque les leçons que cette paracha, elle nous a apportées. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? On s'apprête à rentrer en Eretz Israël après 40 ans d'attente, d'accord, qu'on est dans le désert, et on a la frontière entre Moab et Édom, d'accord, entre Moab entre Moab et Édom. Attends, j'ai un trou là. Oui. Émor, pardon. Moab et Émor, d'accord. Si vous voulez, ça correspond aujourd'hui à la Jordanie et la Syrie actuelle. D'accord? Et en fait, il y a le roi de Moab qui s'appelle Balak, qui veut absolument nous nuire. Sauf qu'il comprend qu'on est un peuple un peu particulier, puisque on est sorti d'Égypte avec des miracles, on a traversé la mer Rouge, que ça fait 40 ans qu'on est nourri par la manne qui tombe miraculeusement du ciel, etc., etc. Et donc il se dit, bah, ceux-là, visiblement, je ne peux pas leur nuire d'une manière conventionnelle, par une guerre ou quelque chose comme ça, leur envoyer des missiles. Non. En fait, c'est un peuple spécial avec une stature spirituelle spéciale. Donc, je vais utiliser un moyen spirituel et il va faire appel à un certain Bilam, qui est, si vous voulez, l'équivalent, on va dire, d'un sorcier. Quelqu'un qui sait jeter le mauvais œil. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Bilam accède à sa demande et donc il va, pour maudire le peuple juif,
Sauf qu'en fait, en arrivant et en voyant la scène du campement du peuple juif, on m'a expliqué tout ça, eh bien, au lieu que ce soit des malédictions qui sortent, eh bien que c'est pas ça qu'il avait prévu, ça va être des bénédictions qui vont sortir. Bénédictions magnifiques d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Impossible à ce moment-là de leur mettre le mauvais œil. Il n'a pas réussi. Alors déjà, c'est quoi le Aïn Hara? Le Aïn Hara, je vais vous donner déjà la première définition, c'est qu'en fait, c'est chercher tous les angles possibles, les angles de vue possibles, pour trouver quelque chose de critiquable chez une personne, de dépréciable, de dévalorisant. D'accord? C'est en fait essayer de chercher le mal chez une personne. C'est de trouver en fait les défauts, les manquements, les mauvais comportements. Maintenant, vous savez que la perfection n'est pas de ce monde. Donc si je cherche, je vais bien finir par trouver. Si on est vraiment motivé à chercher le mal chez une personne, on va y arriver. D'accord? Donc c'est exactement, si vous voulez, la stratégie de Bilam. C'est ça en fait, si vous voulez, le mauvais œil. Si je me concentre bien et je cherche la faille, je vais la trouver. D'accord? Et donc en fait, c'est dans cette perspective-là que Bilam, eh bien, il se positionne. Maintenant, pourquoi ça crée un mauvais œil? Très souvent, on raconte une histoire. Ah, j'avais un très beau sac et on m'a mis le mauvais œil parce que regarde, il s'est déchiré en deux. Pourquoi en fait le mauvais œil, on l'associe toujours à la perte de quelque chose? En fait, c'est très simple. C'est que quand moi, j'analyse la personne et je l'analyse avec un regard qui est dévalorisant, qui est critiqueur, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais appeler en fait un nouveau jugement sur cette personne. D'accord? Et on va rejuger cette personne en fonction de ce que j'ai trouvé de dépréciable chez elle. C'est pour ça que si en fait, entre guillemets, on nous regarde mal, alors on peut devenir vulnérable. D'accord? On va tout expliquer. Tout ça, c'est des gemarotes. Hein. Moi, vous savez que je ne suis pas du tout en mode mystique, etc. Je ne crois absolument pas ni au Fatma ni au Khamsa, parce que, comme je te le disais justement en introduction avant le cours, c'est que plus on va croire au Khamsa, et plus c'est vraiment sur ça qu'on va croire en notre protection. Et excusez-moi de vous dire, mais ça protège en absolument rien du tout. Mais comment on explique alors quand il y a un président qui est gâché? Et ben voilà, tu regardes, ça va être la suite du cours. D'accord? Alors, en fait, la Torah nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a deux yeux. Un œil pour voir le bon, pour se concentrer sur le bon. Et un deuxième œil pour avoir conscience des limitations de l'autre. Que cette personne-là, elle n'est pas parfaite. Que cette personne-là, parfois, peut avoir un comportement qui me déçoit. Cette notion-là, elle s'appelle en hébreu, dans le lachon, dans le langage de nos maîtres, chavdeu vechashdeu. C'est en fait deux objectifs que je dois avoir en permanence, comme un appareil photo qui va zoomer, dézoomer, mais avec deux objectifs. Chavdeu, c'est respecte cette personne en tant que telle, respecte son histoire, respecte sa neshama, respecte sa sensibilité. Chavdeu vechashdeu. Chavdeu, c'est quoi? C'est et sois toujours en toi une partie de méfiance. Mais c'est logique, parce que même vis-à-vis de toi, tu dois être méfiant. On sait nous-mêmes qu'on n'est pas parfait, on sait que nous-mêmes on peut faillir. D'accord? Donc tout comme on s'applique ça avec nous-mêmes, comme c'est écrit, ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort, c'est-à-dire qu'en fait, toi aussi tu peux complètement faillir, tu peux complètement te tromper, tu peux avoir un comportement décevant même aux yeux de toi-même, et bien c'est la même chose chez les autres. D'accord? Maintenant, les maîtres de la Chassidoute et nos salles, de manière générale, nous enjoignent de nous concentrer sur l'œil positif, sur le bon œil, le Aïn Tova. Développer notre Aïn Tova. Et le Aïn Ra'a, eh bien, parfois, même le fermer. C'est quoi le fermer? C'est pardonner. C'est passer outre. C'est voir ce qu'elle a fait, c'est pas top, mais allez, je vais faire semblant de ne pas voir. Ça, on en a beaucoup besoin, vous savez dans quel domaine? Dans le domaine de l'éducation. Le Rav Steinman Zatzal, il disait 90% de l'éducation, c'est de fermer les yeux. Pas relever. Moi, j'essaye de faire ça, mais c'est pas facile. Tout à l'heure, j'ai réussi, j'étais fière de moi.
mon fils qui a 4 ans qui me dit je peux de la pita avec du Nutella au lieu de dîner. Non, tu vas manger tes fruits, tes légumes, tu vas manger tes légumes et tes protéines. Résultat, je le trouve dans le placard comme ça, avec, je comprends très bien qu'en fait il prend pas le Nutella parce qu'on mange pas ça, mais pâte à tartiner, voilà, qui fait dans le truc et tout, il est là comme ça, il se cache et genre il croit que je le vois pas. Et moi, allez hop, je passe. Et je repasse. Et je repasse. À un moment, il y en a un qui me fait hé, t'as vu Aaron, il prend de la pita dans le de la chocolat dans le pita. J'ai vu, mais je fais semblant de ne pas voir. À quoi ça sert? Soit c'est quelque chose de très très important dans ces cas. Bien sûr que je recadre. Si une fois de temps en temps, au lieu de manger le poisson et les haricots, il a mangé de la pita au Nutella, ça ne fait pas de mal à personne. D'accord? Donc, et Bilam, sachez que lui, il est Chatoum Aïn, c'est en français borgne. Il a un œil qui ne voit pas. Et à votre avis, c'est lequel? C'est le bon œil. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que lui, non seulement il ne voit que le mal, mais en plus de ça, quand on voit avec un seul œil, on ne voit pas le relief. Il ne voit pas les nuances, les contrastes, la subtilité, la finesse chez une personne. Ah non, lui, il englobe tout le monde. D'ailleurs, quand il parle, il dit à Amazé, à Kalazé, ces gens-là, ce peuple-là. C'est-à-dire qu'en fait, il met tout le monde dans la masse, quoi. Pour lui, il n'y a pas d'individu. Pour lui, c'est tout ce groupe-là, c'est les mêmes. Ce qu'on appelle un raciste. C'est comment on appelle le représentant du racisme. Il met tout le monde dans le même panier. D'accord? Ça veut dire que pour les... Parfois, on fait ça aussi, d'accord? Même au sein de notre société. En Israël, malheureusement, on souffre beaucoup de ça. Des stéréotypes et de mettre tout le monde dans le même panier. Alors moi, ça me fait trop rire parce que donc, vous imaginez qu'on est les seuls religieux, les seuls pratiquants de l'immeuble, mais en fait de tout le périmètre. Et alors au début, on arrivait, nos voisins, je ne raconte pas, ils étaient là genre ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous allez où le truc et tout. Vraiment, Naïn, elle m'est rentrée dedans. Maintenant, vraiment, elle nous adore. Elle nous adore. Elle m'envoie des photos tout le temps, Shabbat Shalom. Elle me dit, tu sais, on a allumé les bougies de Shabbat. Je n'ai rien demandé. Bref, alors à chaque fois, vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle fait, Lo, atem lo como acherim. Genre, vous n'êtes pas comme les autres. Genre, vous n'êtes pas comme les autres Haredi. Vous vous rappelez, en France, c'était pareil. Les voisins étaient non, mais vous, genre, vous n'êtes pas comme les autres juifs. C'est pas possible. C'est-à-dire que même ici en Israël, on se retrouve avec les mêmes stéréotypes. C'est incroyable. Bah, c'est ça, c'est Bilam. C'est non seulement je vois le mal, mais en plus, je tire des conclusions hâtives et je réduis la personne à ce que j'ai vu ou même aux préjugés. C'est-à-dire même avant même qu'il agit, je l'ai déjà jugé. D'accord? Donc, ça, si vous voulez, c'est vraiment le Aïn Hara. D'accord? Maintenant, sachez que cette paracha-là, nos sages, à la base, ils avaient estimé qu'on aurait dû la dire en 4e paragraphe du schéma Israël. Vous savez, dans le schéma Israël, on dit le matin, le soir. C'est la profession de foi du peuple juif. C'est très important. On doit se concentrer à ce moment-là. Eh bien, normalement, on aurait dû avoir ça. Parce qu'en fait, c'est un message fondamental qu'il y a dans notre paracha qu'on devrait se répéter 2 fois par jour, le matin et le soir. Pourquoi finalement ils ne l'ont pas mis? Parce que ça aurait été trop long et on se serait déconcentré à la fin, sachant que déjà avec 3 paragraphes, on a du mal à se concentrer. En tout cas, quoi qu'il en soit, en théorie, on aurait dû se répéter les messages de cette paracha le matin comme le soir. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a fait que Bilam n'a pas pu mettre le mauvais œil? Qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Alors, déjà la première chose, première leçon que nous donne le Rav Reuven Sasson, il nous dit qu'en fait, Bilam était un très grand prophète. C'était un prophète de la même envergure que Moshe Rabbeinu. Ça veut dire en fait, il percevait la nature des gens, d'accord? Il voyait vraiment l'intériorité, exactement comme Moshe Rabbeinu, d'accord? Il n'avait pas les mêmes méthodes que lui, visiblement. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand il les a vus, eh bien, comme je vous ai dit, le Aïn Hara, c'est qu'il cherchait un point négatif pour lancer sa malédiction.
il n'en a pas trouvé. Tu me dis, ah, mais attends, je comprends pas, ils étaient parfaits, ils n'avaient jamais fauté. A priori, ils n'étaient pas parfaits. Oui, mais à ce moment-là, Bilam, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la pnimiout. Il a vu l'intériorité. On va beaucoup en parler de l'intériorité. Et il a vu l'intériorité des Juifs. Et ben, à ce moment-là, il n'a trouvé aucun défaut. Parce que notre vraie nature à nous, c'est une nature qui est bonne. C'est une nature qui veut le bien. C'est une nature qui veut faire du bien. C'est ce qu'on appelle en hébreu dans le Tanya, il appelle ça la Ahava Nisteret. Il dit que chaque juif, même s'il est très loin d'être pratiquant, il a à l'intérieur de lui un amour incroyable pour Hachem. Et parfois, il se dévoile quand? Il se dévoile dans l'antisémitisme. Quand, par exemple, quelqu'un dit « Ok, vas-y, alors crache sur Sefer Torah ou alors je te tue. » Et là, il est prêt à donner sa vie pour Hachem. Il y a eu des épisodes comme ça dans l'histoire. Je dis « Mais je comprends pas, ni faisait qui pour, ni manger caché, il était marié qu'une non. » Mais non, incapable de cracher sur le Sefer Torah. C'est pour ça que le jour de Yom Kippour, le Satan, il n'arrive pas à nous attraper. Vous savez qu'on n'a pas de Satan le jour de Yom Kippour. Il n'a pas de prise. Parce que la nature, elle est bonne. Et tous les mauvais comportements qu'on peut avoir, parce que oui, on en a, c'est que en fait, des effets extérieurs. Mais la vraie nature, elle est bonne. Ça, c'est la première leçon que nous enseigne Bilam. Première leçon, c'est que même moi, je peux essayer d'avoir un Aïn Hara sur moi-même, j'y arriverai pas. Ma vraie nature, elle est bonne. D'accord? La deuxième leçon, c'est Rashi qui nous la donne. Alors, il va nous la donner en 2 points. D'accord? La première chose, il va nous dire qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu qui a fait que c'était impossible de leur mettre le mauvais œil? Eh bien, il a vu que le campement se faisait par tribu. So what? Et alors? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait par tribu? La notion de tribu, vous savez que la notion de tribu, ça revient, en fait, on avait 12 tribus, parce qu'en fait, chaque tribu avait sa spécificité. Zevulun, c'était les businessmen. Issachar, c'est les Talmidei Chachamim. Les Yehuda, c'est les leaders, etc., etc. Ça revient en fait à parler de la notion de spécificité. Qu'est-ce qu'il a vu? Que chacun était connecté à sa spécificité, à son intériorité, à ce qui fait de lui quelque chose de spécial. On était très connecté à nous-mêmes à ce moment-là dans le désert. Peut-être justement parce qu'on était dans le désert, on était très connecté à nous-mêmes. Parce que dans une vie qui va à 100 à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, on passe parfois des journées et des journées à être complètement déconnecté de nous-mêmes. Et arrive un moment où tu sais pas, tu entends une musique qui t'émeut, ou alors tu rentres dans un endroit qui t'apaise. À ce moment-là, tu fais ouf, tu n'as pas un peu marre de courir toute la journée et d'être pas aligné avec soi-même. On court, mais on court après quoi? Et cette paracha, elle te dit, regarde, quand tu es connecté à ton intériorité, c'est là que tu vas développer le meilleur de toi-même. Et pour ça, les filles, on a besoin parfois de se créer un petit désert. Pour ça, on a besoin d'avoir des moments un peu seuls. Je parle des moments seuls sans ça. On laisse de côté, on fait un truc qui nous plaît, une activité créative, de la poterie par exemple. Il y en a qui elles sont très manuelles, ça leur fait du bien. Ouais, c'est ton cas? Une musique, je sais pas, la piscine. Moi, c'est ma passion, la piscine, perso. Je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Je vous assure, quand je sors, j'ai des nouvelles vibes. Je me suis reconnectée à moi-même. Ça peut être quelque chose, vous savez, auquel on est sensible. Ça peut être aller se promener, aller au bord du parc Ayarkon, aller faire du vélo. C'est ma deuxième passion, le vélo. Je vous raconte toute ma vie. Mais chacune va avoir une activité qu'elle peut faire seule, qui va, ou seule ou avec une amie, d'accord, mais reconnecter à soi-même. Quand on est connecté à notre pnimiut, à notre intériorité, alors à ce moment-là, on arrive à développer le meilleur de soi-même. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait du bien? D'accord? Se recréer un petit peu cette forme de désert. Ok?
Et quand on est soi-même, alors on comprend que du coup, pareil, on devient moins vulnérable au regard critiqueur, au mauvais regard, au Aïnara. La troisième leçon que nous donne cette paracha, c'est une leçon qui est fondamentale, vraiment fondamentale, encore plus à l'heure des réseaux sociaux, encore plus à l'approche des grandes vacances. C'est quoi la troisième leçon? Ouais, exactement. Alors, la deuxième chose, donc la première chose que Rachid nous dit, c'est la pnimut. La pnimut, c'est intériorité, d'accord? La deuxième dont il nous parle, il nous dit quoi? Qu'en fait, qu'est-ce qu'il a vu, Bilam? Il a vu que les tentes des Bnei Israël, elles étaient installées en quinconce. Ça veut dire d'une manière où, en fait, elles n'étaient pas exposées aux yeux les uns des autres. D'accord? Donc moi, je ne voyais pas ce qui se passait chez le voisin et vice-versa. D'accord? Pourtant, on vivait ensemble. On n'était pas reclus, on n'était pas chacun qui se terre chez soi. Non, on sortait, il y avait des mouvements, du va, du vient. Mais ma maison, je la cache. D'accord? Je la dissimule et je choisis qui je fais rentrer. Mais elle n'est pas un espace public. Elle n'est pas un espace publié. Publié sur... Je vous laisse compléter. Je ne sais plus qu'est-ce qui existe. Moi, je me suis arrêtée à Facebook il y a 20 ans. Et les statuts WhatsApp, ça je connais aussi. D'accord? Bref. C'est quoi cette idée-là? Cette idée-là, c'est, comme tu l'as dit, Julia, c'est le principe de la tzniut. Souvenez-vous de cette définition de la tzniut. La tzniut, on va dire que la tzniut vestimentaire n'est que une conséquence d'un état d'esprit qui s'appelle la tzniut. C'est quoi cet état d'esprit? C'est choisir ce que j'expose. C'est quoi le premier travers? C'est tout exposer. C'est quoi le travers? C'est non mais je préfère que personne me voie, comme tu disais, j'ai peur de Aïnara, du coup je vais en reclus. Non. Je choisis ce que j'expose. Et même dans le vestimentaire, c'est exactement ça la définition finalement, quand on y réfléchit. C'est pas de vivre voilé. Non, je choisis ce que je montre. Alors qu'est-ce que je montre? Je montre, nous dit le Wal Rachel, ce qu'on doit montrer, c'est ce qui est commun aux autres. Et ce qu'on doit garder pour nous, c'est ce qui est privé. Ce qui fait partie de ma spécificité, de ma pnimiut, de mon intériorité. En gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qu'on peut partager? Partager sur les réseaux sociaux, partager en public. Eh bien, je partage ce qui est commun. Ça veut dire des conseils professionnels, des conseils d'éducation, des conseils, une réflexion, un Dvar Torah, les Avdil, des bons plans soldes, un bon plan resto, un bon plan concert. D'accord? Une mauvaise expérience, par exemple. Voilà, sachez qu'il y a des sites qui arnaquent, Là, quand je fais ça, je fais du chesed. Parce que quand je partage ce qui est commun, je fais du bien à la communauté. Quand est-ce que là, ça devient pas bon? Quand est-ce que là, ça devient quelque chose qui peut faire du mal? C'est quand j'expose ce qui est privé. C'est quoi ce qui est privé? C'est la complicité d'un couple, c'est des moments en famille, c'est là où je suis partie en vacances. D'accord? Donc la règle, c'est quoi? C'est partage tes recettes, mais pas tes dîners en famille ou entre amis. Partage tes bons plans soldes, mais pas ce que toi tu t'es acheté. Partage des bons plans sortis, mais pas toi quand tu es sorti avec ton copain, fiancé, mari. D'accord? Partage des conseils d'éducation, mais je vous en prie, pas des photos de tes enfants. Il y a des gens qui se font une gloire à base de photos de leurs enfants. C'est pas du tout normal. Les enfants, c'est l'innocence. Les enfants, c'est l'intime. Les enfants, c'est la construction. Et on se targue. Mais on ne peut pas leur faire ça. Et après, à 20 ans, ils découvrent qu'ils ont été exposés depuis la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Tu m'étonnes qu'après eux, ils s'exposent 20 fois plus. D'accord? Donc, ça n'a pas sa place. Donc, quand je partage quelque chose de commun, j'aide.
quand je partage quelque chose de privé, c'est là que ça touche encore une fois la notion du Aïn Hara, ça peut être préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi le Aïn Hara? Comme je vous ai dit, c'est qu'on va faire un nouveau jugement sur ce que j'ai. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Une, elle partage par exemple, ça, je sais que c'est très à la mode, ça demande en mariage. Moi, si vous me demandez mon avis, c'est le truc le plus intime au monde, mais bon. D'accord? C'est devenu la trend, donc ok. Maintenant, une fille qui voit ça. Au début, elle est contente. Ah, c'est trop sympa, je suis trop contente pour ma copine. Oh, mais il est super ce garçon, Baruch Hashem. Ah, il est sympa sa robe. Ah, c'est marrant, ils sont partis à Dubaï pour qu'il lui fasse la demande. Ah, et moi, je n'ai pas l'ombre d'un khatan et j'ai ce célibat. Et cette solitude, ça lui renvoie à une douleur. Quelque chose qu'elle n'a, mais que elle n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette douleur-là, elle peut faire un effet boomerang. Parce que quand on fait de la peine à une personne, c'est ce que nous disent nos sages, même s'il n'y avait pas de mauvaise cavanote derrière, alors ça peut ne pas rester sans effet. C'est ça en fait, toute la source du Aïn Hara. Écoute, je vous dis, c'est des Gemarot, d'accord? Vous pouvez aller voir, traité Brachot, page 55, vous irez voir, ça parle du Aïn Hara et ça nous dit tout ça. On fait appel à un nouveau jugement à partir d'un regard, soit on a dit tout à l'heure qui est réducteur, ou soit un regard qui est triste, qui a de la peine, parce que cette personne-là, elle a choisi, excusez-moi pour le terme, de frimer avec quelque chose que d'autres n'ont pas encore la chance d'avoir. D'accord? Donc, ça confirme effectivement que la notion de tzniut, telle qu'on l'emploie dans cette paracha, qui est vraiment l'état d'esprit de la tzniut, c'est un rempart contre le mauvais œil. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Sachez que avant, dans une autre paracha, quand Moshe a brisé l'étape de la loi, on nous a dit aussi que c'était à cause du mauvais œil. Il y a marqué quoi? Il y a marqué les premières, elles ont été données Bepombi. Bepombi, c'est en grande pompe, comment on dit en français? Ouvertement, d'accord? Ça a été publié partout sur tous les réseaux. Regardez, ils ont reçu la Torah. Regardez les 10 commandements. Aïe, 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 brisé. Les deuxièmes qui ont été donnés, Tzniut. Maintenant, vous avez compris la définition de Tzniut. Je choisis ce que j'expose. J'ai une certaine discrétion. Alors là, celles-là, elles ont été protégées. D'accord? Donc, vous vous servirez de cette règle. Quand j'expose qu'il y a de commun, c'est excellent, c'est beau, c'est du chesed, c'est merveilleux. Et partager. Ça peut être partager des cours de Torah qu'on a bien aimés aussi. Et quand on partage quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, alors, aïe, 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 il faut faire attention à ce que ce soit des personnes que j'aime et qui, on va avoir une sensibilité que je ne vais pas heurter. Et surtout pas exposer au grand public, parce que forcément, dans un grand public, il y aura inévitablement des personnes qui n'ont pas encore la chance d'avoir ce que j'expose. D'accord? Maintenant, vous avez bien compris que ça revient à ça, la vraie tzniut. La vraie tzniut, c'est, si vous voulez, il y a l'être et il y a le paraître. D'accord? Quand même en termes vestimentaires, là on va parler en termes vestimentaires, j'expose quelque chose, j'expose trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je me réduis en fait à un paraître. Je me réduis à une dimension corporelle. Et du coup, j'oublie de signifier que je suis beaucoup plus que ça. J'ai eu cette expérience cette semaine dans un cours que j'ai donné. C'est un endroit où j'ai pas trop l'habitude d'aller. Et bref, une des filles est arrivée comme ça au milieu du cours. Vraiment, moi, je regarde jamais comment les filles sont habillées. Je sais même pas, je regarde toujours les visages. Moi. Je sais pas qui était en pantalon, je regarde pas. Mais bon, là, quand t'as vraiment, excusez-moi le terme, un très grand décolleté et le truc comme ça et qu'elle arrive au milieu en plus, c'était vraiment, comment dire, c'était vulgaire quoi. Maintenant, elle arrive et en fait, au milieu du cours, elle commence à poser des questions, mais d'une pureté. Mais cette fille m'a trop touchée. Et j'avais envie de lui dire, mais tu te rends compte, mais en fait, t'es beaucoup plus que ce que tu montres. C'est tellement dommage de réduire ton intériorité qui est tellement lumineuse. Lumière en hébreu, c'est or avec un aleph. À du or, or c'est la peau avec un aïn.
Mais bon, est-ce que mon avis fait le poids face à 200 likes et 20 commentaires du style « T'es une bombe atomique, meuf ». Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compris? Je comprends pourquoi elles le font. D'accord? Je comprends le truc derrière, que c'est stimulant parce que... Mais c'est tellement dommage. Tellement dommage. C'est ce que nous dit la Haftara. Vous savez, quand on lit la paracha le samedi matin, après on lit la Haftara. La Haftara, c'est des morceaux des prophètes, ce qu'on nous dit des prophètes, donc c'est bien longtemps après. Et c'est toujours en rapport avec la paracha. Et bien la Haftara, qui est la Haftara de Micha, elle nous parle de la Tzniut. Elle nous dit quelque chose comme ça. Elle nous dit Agid lecha adam ma tov ou ma Hashem doresh mimcha. Je vais te dire, cher être humain, je parle même pas que des femmes, hein. Cher être humain, tout homme, et pas que des juifs. Ma tov, qu'est-ce qui est bon? Et qu'est-ce que Hashem te demande? Ki im asot mishpat, ve'ahavat chesed, ve'atznea lachet im elokecha. C'est de faire comment tu dis mishpat? Le jugement. Non. Mishpat, c'est être honnête. D'accord? Dans ce sens-là. Ça peut être effectivement jugement, mais là, on parle des mishpatim, un peu comme on a vu la semaine dernière. C'est, voilà, les trucs, la loi civile, quoi. Voilà, exactement. Donc, premièrement, on te demande d'être quelqu'un de droit. Tu payes tes factures. Si tu as embouti la voiture en face de toi, tu laisses un mot. Pour nous, c'est la base. D'accord? C'est la base d'être quelqu'un de droit. Ensuite, c'est aimer le chesed. C'est quoi aimer le chesed? C'est aimer faire le bien. Le chesed, c'est aller rendre visite à quelqu'un qui est un petit peu down. C'est apporter un repas à une accouchée, quelqu'un qui a accouché. Vous savez, je ne sais pas si en France on fait ça, mais en Israël c'est très très à la mode. Au Hachem, c'est magnifique, il y a des cercles comme ça. En fait, quand il y a une femme qui accouche dans la ville ou dans le quartier, et ben, il y a une chaîne et pendant 2 semaines, du coup, il y a une vingtaine de femmes qui vont déposer des repas midi et soir. C'est trop sympa. D'accord? C'est trop sympa de le faire, de participer, c'est juste magnifique. À Ahavat Chesed, il faut aimer, développer le goût, développer le plaisir de faire plaisir. C'est quelque chose qui s'initie, qui s'apprend exactement comme la dégustation du vin. D'accord? Le vin, en fait, tu apprends à l'aimer, à le déguster, à le goûter, etc. Pareil avec le chesed. Il faut t'y sensibiliser pour développer du plaisir, à faire plaisir. D'accord? Et c'est quoi Atznea et Hashem Elokecha? C'est tu marcheras avec Hashem Betzniut. En vérité, à la lumière de tout ce qu'on a vu, c'est très facile ce que ça veut dire marcher avec Hashem dans la Tzniut. C'est marcher, être dans une démarche. Une démarche de quoi? En fait, de connexion à soi-même. C'est ça en fait. D'ailleurs, le Rav Jacobson il dit arrêtez de parler de Tzniut, j'en ai marre de ce mot Tzniut. Je vais vous donner une définition, c'est la pnimiut. C'est en fait se connecter à son intériorité. Et plus moi je vais être connectée, et moins je vais avoir besoin d'exposer. En fait, c'est des cercles vicieux et des cercles vertueux. C'est que plus j'expose, plus je vais m'identifier à ça, plus le besoin va se faire grand, puisque je me suis réduit à quelque chose de public, de corporel, de physique et de superficiel. D'accord? Mais plus je me suis connectée à moi-même, à l'intériorité, etc., plus moi j'aurais besoin d'exposer. Donc il faut être dans cette démarche, d'être dans ce cercle vertueux où je suis connectée à moi-même et du coup j'ai plus besoin d'exposer ma vie intime. D'accord? Je sais que forcément c'est quelque chose qui nous, à l'heure d'aujourd'hui, qui nous touche tout d'une manière ou d'une autre. D'accord? Moi, sachez qu'avant de mettre une photo de profil sur WhatsApp, ça m'a pris devant. Je voulais pas qu'on voit ma tête. Après, on m'a dit oui, mais quand t'appelles et quand machin, et t'envoies des messages, on va pas forcément quitter. Je dis bon, allez, d'accord. Juste celle-là. Mais voilà, ça doit pas être quelque chose qui est open bar, quoi. Je m'expose comme ça, comme ceci, comme cela. C'est préjudiciable avant tout pour moi-même. D'accord? Et la 4e leçon, c'est ce que, encore une fois, cette Gemara qui nous la donne à propos du Ain Hara. Elle te dit, voilà, imaginons que quelqu'un n'a pas d'autre choix que d'exposer. En fait, ça nous parle de quelqu'un qui arrive dans une nouvelle ville. D'accord? Et donc forcément, s'il est le nouvel arrivant dans la ville, on va le regarder, on va voir, ah, il a une voiture comme ceci, comme cela. Donc,
Ça veut dire quoi? Imaginons que voilà, quelqu'un vraiment a une nouvelle voiture. Et il s'est acheté une belle voiture. Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas avoir le Aïn Hara sur ça? Alors c'est écrit comme ça. C'est écrit qu'il prend son pouce droite et qu'il le met dans la paume gauche, et son pouce gauche, il le met dans la paume droite et il ferme les pouces comme ça. Et il dit, j'appartiens à la lignée de Yosef Hatzadik, qui est Alé Aïn, qui lui est au-dessus du Aïn Hara. C'est quoi cette idée-là? C'est quoi cette ségoula? Vous savez que moi j'aime que les ségoulottes qui ont du sens. Alors je vais vous dire c'est quoi. La main droite, c'est la force spirituelle. La main gauche, c'est la force matérielle. Je prends et je dis, regarde, le spirituel et le matériel chez moi sont en osmose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette voiture, c'est du matériel, mais moi, je vais lui donner du sens. Je vais avec déposer mes enfants tous les jours, ce qui est déjà une mitzvah extraordinaire. Je vais aller avec rendre visite à une amie. Je vais faire des choses bien avec. Je vais aussi me faire des kiffs. Je vais aller au parc à Yarkon, aller à la plage, aller à la piscine. Mais tout ça, ça a du sens. Je la sors pas pour frimer. Je la sors pas pour flatter mon ego. Je la sors parce qu'elle correspond à mes besoins. Quel rapport avec Yosef? Vous savez que Yosef, c'est celui qui a atteint le top du top du top. Il était beau, il était riche, il était puissant. Mais tout ce qu'il a fait, il avait les yeux baissés. Et pour lui, ce qu'il faisait, ça avait du sens. Il était en mission, en fait. Pareil, il peut avoir une Porsche même s'il n'y a pas de problème. Mais c'était en mission. C'est ce que je dis toujours à mes enfants d'ailleurs, parce que j'en ai un qui est très impressionné par les belles voitures. Dès qu'il y en a eu, ah regarde maman, la Mazda, je sais pas quoi. C'est une belle voiture, Mazda? Ah pardon. Alors la Lamborghini, je sais pas. Oui, c'est une belle voiture. Je lui dis, ne regarde pas la voiture, mais regarde où va la voiture. C'est ça qui importe. Qu'est-ce que tu fais avec? Après, le modèle, ça reste secondaire. D'accord? Alors, regardez qu'est-ce que nous dit Pirkei Avot à propos de Bilam. Ça nous dit comme ça. Ça nous dit, il y a deux catégories de gens. Il y a marqué comme ça. Celui qui possède les trois caractéristiques suivantes est parmi les élèves de Abraham, et celui qui possède les trois catégories suivantes fait partie des élèves de Bilam. Alors c'est quoi ces trois catégories? La première c'est quoi? C'est Aïn Tova, Ruach Nemucha, Ve Nefesh Shefela. Alors c'est quoi? On nous dit en fait qu'il y a deux catégories de personnes. Dans le sens quoi? Dans le sens que en fait dans la vie tu peux te situer, tu peux te positionner soit élève de Bilam, soit élève de Abraham. C'est un choix. C'est un choix dans la vie. On va voir c'est quoi en fait, c'est quoi ce positionnement. Il nous dit, le Rav de Slovine, d'ailleurs il nous dit faites attention parce qu'en général on ne se lève jamais comme un élève de Abraham, on se lève toujours de l'autre côté, on lève toujours du pied gauche. Et ça va être à nous d'activer chez nous ces trois midas-là que je vais expliquer qui sont Aïn Tova, Ruach Nemucha et Nefesh Shefela. D'accord? Alors c'est quoi? La première c'est donc Aïn Tova. Ça, c'est les élèves de Abraham. Et Aïn Ra'a, c'est les élèves de Bilam. D'accord? C'est la première chose qui va les distinguer et sur lequel on va devoir faire un travail proactif. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu cherches à voir chez la personne? Est-ce que tu cherches à voir quelque chose de positif? Est-ce que tu cherches à lui accorder des circonstances atténuantes, le bénéfice du doute, etc. J'ai pas dit d'être une pigeonne. J'ai pas dit d'être une bonne poire, j'ai pas dit d'être une abrutie, j'ai pas dit d'être naïf, que ce soit bien clair, on a deux yeux et on ouvre les deux yeux. D'accord? Mais sur lequel je choisis, moi, de me concentrer. Sur lequel j'ai de me concentrer. Le Aïn Ra'a, c'est, comme je vous ai dit, réduire une personne, tirer des conclusions hâtives. Ah, elle m'a fait ça, ah bah, blacklist. Mais elle t'a fait ça il y a 3 ans, à un moment où elle-même, elle n'était pas bien. Et quand bien même, on fait tous des erreurs. Mais des fois, il y a des gens qui font des erreurs, je suis désolée. Je t'ai pas dit de rester amie avec cette personne. Tu vois. Je t'ai pas dit de rester amie avec cette personne. Non, pas forcément, mais c'est vrai que après, sans le vouloir, tu portes un jugement, tu vois. Genre à un moment donné, quand une personne, elle fait plusieurs actions qui vont à l'encontre de
on va dire, de la nature, tu vois. Genre, c'est vraiment pour en... Alors, je vais te donner le grand secret, c'est le grand secret du pardon d'ailleurs. Dire qu'un comportement n'est pas bien, ça n'est pas juger l'autre. En gros, c'est, regarde, ce comportement, c'est pas bien. Elle s'est mal comportée, moi j'ai trouvé ça mal poli, j'ai trouvé vexant, j'ai trouvé ça humiliant. Maintenant, cette personne-là, je la juge pas. Je sais pas ce qui lui arrive dans sa vie, je sais pas comment elle s'est levée ce matin. Si ça se trouve, moi, à sa place, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui dit des gros mots, d'accord? Moi, je suis très choquée par les gros mots, personnellement. Donc, dire des gros mots, ça n'est pas bien. Je vais pas maintenant corrompre mon système moral pour dire non, dire des gros mots, c'est super. Non, avoir un langage vulgaire, ça n'est pas bien. Maintenant, moi, personnellement, si vous me demandez mon avis à moi, je suis née dans une famille où il n'y avait pas de gros mots. D'accord? Donc, entre guillemets, c'est pour moi une seconde nature, si vous voulez. Mais cette personne-là qui dit des choses pareilles, alors je valide pas, mais en même temps, je la juge pas. Si ça se trouve, moi, d'aller dans sa famille où on disait des gros mots à tort et à travers, peut-être que j'en aurais dit 10 fois plus qu'elle. Celle-là qui hurle sur ses enfants, est-ce que c'est bien de crier sur des enfants? Non, ne crie pas sur des enfants. Mais, je sais pas, avec son niveau de nervosité, je sais pas moi comment j'aurais réagi. Visiblement, on n'a pas le même. Comment trouver le juste milieu entre ne pas juger et en même temps... C'est distinguer, c'est pas un juste milieu, c'est distinguer. Je fais la distinction. Oui, exactement, merci Laura, c'est distinguer le comportement de la personne. Mais comme moi je le fais avec moi-même. D'accord, mais à ce moment-là, tu dis, bon, bah, c'est pas de la faute, genre, tu dis, c'est pas la personne en soi, mais c'est son comportement, donc tu essaies de trouver une excuse à la personne. Excuse-moi, mais il y a un moment donné, genre, moi je sais par exemple qu'il y a des personnes, après c'est rare, mais il y en a, ils vont. Je sais pas si c'était extrait ou pas, mais tu vois, c'est vraiment genre. Chercher le petit. Je vais en parler. Alors, on en vient maintenant, d'accord? Donc, alors, là, je vais vous dire, ça nous décrit. Donc, regarde, ce Aïn, donc le corollaire, c'est quoi? Le contraire, pardon, c'est Aïn Ra'a, War Gevoa, Benefesh Rechava. Alors, c'est quoi ces trois choses-là? Je les ai nommées les critiqueurs, les grogneurs et les gratteurs. Tu parles peut-être d'eux, Julien? Pas que. Pas que, il y a des tout. Alors, ces personnes-là, on va en parler maintenant. Donc, c'est comme je vous ai dit, donc déjà les premiers, c'est les critiqueurs, c'est ceux qui ont le mauvais œil, c'est ceux qui critiquent absolument tout, d'accord? Qui vont toujours te trouver la faille, qui vont toujours trouver le point noir, ce qui n'allait pas dans toute la soirée, ce qui n'allait pas dans tout le dîner, ce qui n'allait pas chez la personne, d'accord? C'est des gens en général qui diffusent de très très mauvaises ondes, d'accord? Donc ça, c'est les critiqueurs. Ensuite, tu as les grogneurs. Alors eux, c'est quoi? Ils ont Ruach Rechava, c'est quoi? Attendez, Ruach Gevoa, pardon. Ruach Gevoa, c'est l'esprit hautain. C'est des gens qui ont un ego surdimensionné et qui ont besoin d'avoir leur ego qui est très très flatté. Et quand il n'est pas assez flatté, du coup, ces gens-là vont grogner. Et du coup, ils sont dans l'éternelle insatisfaction. Puisque comme à l'image de Haman, vous savez que Haman, tout le monde se prosternait à ses pieds, sauf un, le petit juif Mordechai. Et pour lui, Kol Ze Eneno Shaveli, tout ça ne compte pas tant que lui, c'est pas prosterné. L'ego surdimensionné égale éternel insatisfait. C'est ça en fait, pour Gevoa. D'accord? Et Bilam, il est vraiment comme ça d'ailleurs. Parce que quand Balak, il l'envoie la première fois le chercher, il veut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il lui a envoyé des gens de seconde zone. Il ne va pas envoyer des ministres. D'accord? Donc tu passes à côté d'opportunités parce que ton ego, il n'a pas été assez caressé dans le sens du poil. D'accord? C'est des gens, moi je voyage pas si c'est pas en première classe. D'accord? Ou en business au moins. Oui, ça existe. Donc ça, si vous voulez, c'est les grogneurs. À l'inverse, on a les disciples d'Abraham. Abraham, c'est celui qui va essayer de se satisfaire de ce qu'il a. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov d'ailleurs. Vous savez que dans le Birkat Amazon, on dit à Haman Uvar,
Otanu, Komo, Sheitbarechu, Avotenu, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, bénis-nous comme tu as béni Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bakol, Mikol, Kol. À quoi ça fait référence? Ça fait référence justement à celui qui va essayer de trouver la satisfaction dans ce qu'il a. Le premier, c'est Yaakov. Yaakov, c'est Kol. Yeshli, Kol. Regarde, tout ce que j'ai, c'est bien. Il n'est pas dans la poursuite encore d'un nouveau achat, d'un nouvel achat, encore d'être dans la consommation, encore un nouveau resto, encore un nouveau concert, encore un nouveau truc, encore un nouveau divertissement. Parce que c'est pas ça il a conscience que c'est pas ça qui va lui procurer le bonheur. Contrairement à ce que les pubs veulent nous faire croire, le bonheur, il n'est pas dans l'avoir, il est dans l'être. Donc tu n'as pas besoin de prendre l'avion pour kiffer, des fois tu as juste besoin de te mettre en mode avion. De faire un petit kiff tranquille, solo, avec une bonne amie. C'est encore pareil, la tnimiout, la pnimiout. C'est la richesse intérieure en fait. Se connecter à sa richesse intérieure, c'est ça qui te fait kiffer. Et après, le divertissement, le resto, les sushis, le concert, c'est la cerise sur le gâteau. On dit pas non, mais ça vient remplir quelque chose. Ça vient pas remplir, ça vient donner un petit plus à quelque chose qui est déjà rempli. D'accord? Kol. Mikol. Mikol, c'est quoi? Ça correspond à Yitzhak. Yitzhak, alors qu'il est aveugle, il a dit Achalti Mikol. Moi, j'ai mangé de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il n'a plus le sens de la vue, mais le sens du goût, oui, il l'a. J'ai mangé de tout. Donc, c'est se concentrer sur ce que oui, on a et non pas sur ce qui nous manque. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le niveau d'Abraham. C'est marqué que Hachem l'a béni Bakol. À quel moment? Au moment où il a perdu sa femme Sarah. C'est être capable de voir le bien même dans la souffrance, même dans l'épreuve. C'est un niveau encore au-dessus. D'accord? Et à côté de ça, eh bien, on a ceux qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, parce que comme c'est des âmes de gratteurs, et de gratteurs, et de gratteurs, bah, du coup, il n'y en aura jamais assez. Comme vous connaissez le Rav Eliaou Uzan? Bref, c'est un Rav, on était à un dîner familial, et il m'a fait trop rire. Il a dit, dans la vie, il y a deux catégories. Il y a les preneurs et les donneurs. D'accord? Il dit, moi, je les reconnais tout de suite, parce que comme c'est quelqu'un qui est un petit peu connu, alors quand il voyage souvent, en général, dans la vie, il y a toujours une ou deux personnes qui le connaissent et qui viennent le voir et qui discutent avec lui. Il dit comme ça, il dit, les preneurs, je reconnais tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut? Il me dit, donnez-moi votre numéro. Comme ça, si j'ai besoin, je vous appelle. Et les donneurs, ils disent quoi? Ils disent, prenez mon numéro. Si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler. Je trouvais ça pas mal. En fait, ces critiqueurs, grogneurs et gratteurs, tu les retrouves, moi je trouve qu'on les retrouve grave dans les mariages. Dans les mariages, alors, les critiqueurs. Comment c'était le mariage? Oh là là, l'orchestre il m'a cassé la tête. C'est tout ce que tu as retenu du mariage. Deuxième, les grogneurs. Comment c'était? Oh, c'était loin. Fradera, 2 heures de route. Non mais qui a aidé de faire un mariage aussi loin? D'accord? C'est tout ce que tu as à me dire sur le mariage. Et les gratteurs, comment c'était? Oh bah les desserts, c'était pas terrible. T'es venu pour réjouir le khatan et les kalas ou t'es venu pour réjouir ton ventre? Alors, je vous rappelle juste que quand on va à un mariage, on fait une mitzvah. La mitzvah, c'est de venir réjouir le marié et la mariée. Le khatan et la kala, on vient pour ça, pour bar. Peu importe si l'orchestre n'était pas à la hauteur, si c'était loin, ou si le fondant au chocolat n'était pas notre goût. On veut donner du sens. Vous voyez, c'est toujours cette idée de sens, de richesse intérieure. Qu'est-ce que je viens chercher? Quel est le sens que je veux donner à cette expérience? D'accord? C'est pas pour frimer, et c'est pas pour gratter, et c'est pas pour me la raconter. Ok? Et le Pirkei Avot, il termine comme ça, il dit, regarde, les premiers, donc ceux qui ont le Aïn Tova, le bon regard, ceux qui ont de la modestie, et ceux qui ne cherchent pas sans cesse à courir après les derniers plaisirs, alors ils vont jouir Ba'olam Hazeh. Ça ne parle même pas de bien, pas bien, de morale, oui, eux, ils auront la félicité dans le monde futur. Non, ils vont kiffer. C'est ça ce qu'elle veut dire, la Mishnah. Ils vont kiffer dans ce monde. Ils vont tirer les bienfaits de ce monde. Par contre, les autres,
désolée pour eux, mais leur vie sera un enfer. Mais c'est vrai, quand tu es dans l'insatisfaction perpétuelle, ta vie elle est un enfer. D'accord? Donc en fait, si vous avez compris, il n'y a pas deux catégories. C'est que nous-mêmes, toujours, on doit choisir quel positionnement on va avoir par rapport à une certaine expérience. C'est un choix. D'accord? Et si on fait le premier choix, on va être les premiers bénéficiaires. D'accord? Alors la dernière chose, dernière chose, qu'est-ce que Bilam a vu qui a empêché de mettre le mauvais œil? Eh bien, ce qu'il a vu, c'est que à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont chanté une shira. Ils ont fait un cantique. Pourquoi ils ont fait un cantique? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, ils devaient rentrer en Eretz Israël, ils devaient passer par ces deux terres, d'accord, de Moab et de, j'arrive pas à revenir, et mort. Merci. Aucun des deux peuples n'a voulu les laisser passer. Et ils ont dit que s'ils allaient passer par leur territoire, ils allaient se confronter à certaines violences. Finalement, ils ont trouvé une façon de passer par une vallée qui était entre les deux territoires. Sauf qu'en fait, c'était un piège dans lequel ils étaient tombés parce qu'ils s'étaient mis en embuscade d'un côté comme de l'autre et en fait, ils s'apprêtaient à tirer sur le Ham Israël qui est en train de marcher pour arriver en Israël. À eux, ils n'en avaient aucune idée. Jusqu'à ce que, après toute cette marche, ils arrivent vers un puits et à ce moment-là, en fait, ils voient du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se retournent et ils se rendent compte que tous leurs ennemis étaient là et qu'en fait, ils ont été engloutis, si vous voulez, ils ont été pris dans certains tremblements de terre. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ont dit merci à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans cette shira qu'on doit développer? C'est le sentiment de Hakarat, le sentiment de reconnaissance. Nous, les Yehudim, c'est l'Hérodote, on essaye au maximum de remercier. Et comme on essaye d'avoir un ego qui est un ego dimensionné, alors du coup, on n'estime pas que tout nous revient de droit. Donc chaque chose, pour nous, c'est du plus, c'est du bonus. Quoi, Hachem, tu nous as sauvés de ces ennemis? Merci Hachem. C'est exactement comme par exemple quand on entend aux infos un attentat a été déjoué. Maintenant tu t'arrêtes tout de suite et tu dis une shira. Merci Hachem, merci qui nous protège de nos ennemis. C'est ça à chaque fois qu'on entend ça dans les news. Merci aussi des problèmes qu'on n'a pas. La dernière fois j'ai entendu à la radio, il racontait l'histoire d'une fille qui a été hospitalisée, écoutez bien, après avoir mangé une glace dans un restaurant Bassari. Maintenant, il s'avère qu'elle est allergique au lactose, au point que si elle en mange, elle peut en mourir. Maintenant, l'histoire, c'est que la glace qu'elle a mangée, c'est dans un restaurant Bassari. Donc en fait, toute l'interview à la radio, ça tournait de comment c'est possible dans un restaurant Bassari, autant il peut y avoir du lait, etc. Et moi, je disais, est-ce qu'on peut 2 secondes fermer la radio et dire merci Hachem qu'on ne connaisse pas une allergie pareille? Tu te rends compte d'avoir une allergie qui peut te faire mourir sur un ingrédient tellement basique? Merci sur les problèmes que je n'ai pas. Merci pour les problèmes financiers que je n'ai pas. Merci pour les problèmes de couple que je n'ai pas. Merci pour les soucis de santé que je n'ai pas. Merci pour les soucis d'éducation que je n'ai pas. Merci pour les défauts que j'ai pas, puisque tu en parlais de Julia. Quand je vois l'autre hurler sur la caissière et je vois que c'est une nerveuse comme ça, merci Hachem, tu n'as pas mis cette nervosité en moi. C'est pas un combat que j'ai à mener. J'en ai d'autres, parce que chacun a ses combats. Mais celui-là, merci, que je n'ai pas. D'accord? Merci pour toutes les choses, même les plus simples. Les choses sur lesquelles j'ai pas besoin de faire d'efforts. Des choses qui me tombent comme ça naturellement. Des choses que Hachem, il m'envoie gratuitement. Des matanat chinam, des cadeaux gratuits. Si vous êtes dans cette démarche-là, c'est aussi ça la démarche de tzniut, de pnimiut, de richesse intérieure, d'avoir de la karatatov, d'avoir de la reconnaissance, de travailler son ego, tout ça en fait c'est la même dynamique, c'est une démarche. Vous verrez que la liste des choses sur lesquelles vous pouvez remercier Hachem, elle est sans fin. Remerciez-le de toutes les embûches qu'il vous a pas mis sur le chemin. D'accord?
Donc c'est ça être un élève de Abraham, c'est vraiment se concentrer sur le bien qui existe chez les autres, le bien qui existe chez nous et le bien qui existe dans ce monde, et c'est ça qui, Bezrat Hashem, va nous faire le plus jouir et nous réjouir de notre existence. Avec plaisir. Vous avez des questions? Je vais arrêter de... Oui, c'est peut-être arrêter tout seul encore. Non, pas encore.